quand j'ai reçu mon passeport israélien. Ça, c'est symboliquement très fort. Malgré le pays en guerre, on fait la fête. Il y a des concerts, on va au théâtre, il y a une activité culturelle, sportive, intellectuelle, l'opéra Tel Aviv, les musées. Il y a une vie qui est riche, les excursions, les montagnes, le Ramat Golan, les vues sur le Kinneret, le désert où on peut voir les étoiles. Mon Dieu, quel plaisir, on touche les étoiles. Séverine Guspacher, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de te retrouver dans la ville où tu travailles, où tu vis, Netanya. Je suis arrivée il y a 17 ans. C'est exactement le 26 février 2007 et on arrivait aux alentours de Purim. Tu es arrivée pour une très belle histoire d'amour. C'est quand même la plus belle des raisons de faire son alia, rejoindre l'être aimé, mais finalement ça s'est pas passé comme prévu. Alors maintenant j'en rigole. Mes parents ont fait leur alia 1 an avant moi, 1 an et demi avant moi, et donc moi je suis allée leur rendre visite en vacances. Et là-bas je rencontre un de leurs amis. Moi je tombe amoureuse, lui je pense que oui. Et puis il me dit viens me rejoindre en Israël. Et là je dis non. Je veux pas venir vivre en Israël. J'avais ma petite routine, mon travail, ma maison, ma fille, Tu faisais quoi mon chien. Je travaillais dans une société qui fabriquait des vitres. Et j'étais donc commerciale. Donc on recevait des commandes et quand moi j'étais au téléphone, je travaillais à 5 minutes de la maison, dans une ville qui s'appelle Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, en pleine Champagne. J'étais bien, c'était pas mirobolant, c'est pas une vie de château, mais c'était une vie tranquille, voilà. Je parlais pas hébreu, je savais pas ce que c'était la Lef Bet. Je lui dis, toi, reviens en France. Et donc il y a eu du forcing. Au bout de 6 mois, j'ai dit, bon, je viens. J'arrive à l'aéroport, avec mes 10 valises, ma fille dans la poussette, et là, personne. Il est pas venu. Il est pas venu me chercher. Tu l'as plus jamais revu? Si je l'ai revu, il y a eu silence radio pendant 1 semaine, évidemment, j'ai essayé d'appeler. Donc je me retrouve en catastrophe chez mes parents, avec ma fille, mes 10 valises. Et là commence mon histoire d'amour avec Israël. Avec mes parents, ça s'est bien passé. C'est leur seule petite fille, ma fille. Donc ils l'ont chouchoutée. Moi, ça m'a permis d'aller à l'Ulpan, de pas avoir à m'inquiéter du Tséharon. T'étais très sérieuse à l'Ulpan. J'étais très sérieuse. J'étais tellement sérieuse, ça posait quelques problèmes aux élèves qui étaient un peu les dissidents. Voilà, qui étaient là pour l'Ulpan, toucher le salklita. Et les personnes qui étaient là à la retraite, qui pensaient pas vraiment apprendre l'hébreu, qui étaient là pour s'amuser. Moi, j'avais envie je me suis dit, attends, je peux pas vivre à la française. J'arrive dans un pays, il faut que je vive à l'israélienne. Il faut que j'apprenne l'hébreu. Il faut pas que j'apprenne l'hébreu. Il faut aussi que je parle l'hébreu, que je m'intègre. Si j'écris 3 pages en français, que je la traduis en hébreu, j'ai 1 page. L'hébreu a cette capacité de réduire les mots et d'avoir des pensées tellement plus nettes. L'hébreu est une langue magique. Et ça, on s'en rend compte quand on commence à l'apprendre et quand on se dit, je vais vivre avec. Donc, je pense, et j'en ai discuté avec mes parents tout à l'heure, et je disais, mais apprendre la langue, c'est 80% d'intégration. Et il faut pas avoir peur de parler. Même en faisant des fautes. Mais non, mais au début, moi, je suis sortie d'Ulpan. Au bout de 7 mois, on apprend l'orthographe, un peu de grammaire, mais on sait pas parler. Et les gens rigolent, et je sais pas ce que j'ai dit de rigolo. J'avais les mots de plus de 3 syllabes en hébreu, par exemple, d'inverser les syllabes. Les garesh, les tragesh. Donc divorcer et être ému. Les baguerres, les gaber, qui sont pas très très éloignés, mais qui est surmonter une épreuve et grandir. Donc, mais oui, il y a eu des cas où c'est vrai les gens rigolent et après ils expliquent. Mais les Israéliens Ils sont sympas. Quand vous parlez hébreu et quand tu parles hébreu et que tu vois quand ils voient qu'il y a un vrai intérêt, mais ce sont des crèmes, peut-être ils rigolent, mais ils te corrigent, ils te disent ça t'ennuie pas? Je dis mais vas-y corrige-moi, il faut que je sache parler hébreu, et un hébreu d'un niveau un peu plus que l'Ulpan de 7 mois. Quand on vient pour une histoire d'amour qui meurt dans l'œuf, on va dire, il faut trouver des raisons d'aimer ce pays et de vouloir y rester. Est-ce que tu as réussi cette mission? La première, c'est mes parents. La première, la famille. On sait à quel point c'est important dans notre
dans notre tradition. Ils habitent à 500 mètres de chez moi, on s'appelle tous les 2 jours, comment tu vas? En plus maintenant, mon père a 80 ans, ma mère a 76, donc ouais, faut... C'est vrai que quand tu parles de la famille, tu as une histoire aussi personnelle assez chargée, puisque tu es petite fille de déportée de la Shoah. Tu étais très proche de ta grand-mère qui avait son numéro tatoué sur le bras. C'est pas un hasard si finalement tu as réussi à t'accrocher ici. Peut-être, je parle inconsciemment. Dans les écoles en Israël, ils apprennent la Shoah aux enfants. Un jour, ma fille revient à la maison, elle me dit Yardena, elle cherche quelqu'un qui est déporté de la Shoah et qui pourrait venir raconter. Si tu veux, je demande à mamie, donc sa grand-mère, donc ma mère, qui elle-même est fille de déportés, puisqu'on parle de ma grand-mère. Et donc ma mère se retrouve dans une classe d'enfants entre 8 et 9 ans à parler, moi je suis là pour traduire, je suis là avec elle, à parler de ma grand-mère, de comment on l'a déportée, de trouver les mots qu'il faut pour qu'ils comprennent, mais tu vois tous les enfants qui pleurent et à la fin tous les enfants qui viennent te serrer dans les bras et c'était un moment super émotionnant. C'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est des moments qui font qu'on comprend pourquoi on est là. On comprend qu'on est là. Moi, je transmets aussi à ma fille. En France, mais dans quelle école on apprend la Shoah? On est en train de changer les livres d'histoire. Bientôt, la Shoah n'apparaîtra plus dans les livres d'histoire. Peut-être dans 100 ans. Alors justement, tu me parles de la Shoah. Je suis obligée de faire un parallèle avec ce qu'on a vécu le 7 octobre. Pour beaucoup, ça a été... un réveil ou alors un rappel combien il était important de défendre notre pays. Tu dis le 7 octobre, ça a tellement changé de choses. J'avais l'habitude de relativiser, mais là encore plus. Ma fille, elle a 18 ans, bientôt 19 au mois de juillet. Elle aurait pu me dire, maman, ce soir je vais dans une fête. Et puis jamais la revoir. Pire, qu'elle soit otage à... Je sais pas, pire. Pardon d'avoir dit ça, il n'y a pas d'équivalence dans l'horreur. Dans l'innommable, les mots sont les mêmes pour la Shoah. C'est une extermination. Ça a changé beaucoup de choses, tu m'as dit. Ça veut dire quoi? C'est pas que ça m'a renforcée, je vais te dire ce que ça m'a fait. C'est ma fille qui m'a donné cette réponse-là. Je lui dis, il y avait un film, c'était en allemand. Et je ne sais plus quoi, elle me dit, fais une réflexion. Je lui dis, tu sais, moi, quand j'avais 17 ans, 15 ans, je faisais des échanges scolaires avec l'Allemagne. Et en 89, le mur de Berlin s'est écroulé et nous, on vivait l'histoire. Je lui dis ça comme ça. Et elle me regarde, elle me dit, mais maman, mais moi aussi, je vis l'histoire. C'est ça. On vit l'histoire, on vit quelque chose d'extrêmement fort. C'est tellement dur à dire ce que je dis. Peut-être la Shoah a servi à ce qu'on est Israël. Peut-être. Ça a été pas que la Shoah, mais peut-être ça a été un élément en disant il faut qu'on protège les Juifs d'un pays, il leur faut un pays. Peut-être ça a été un des éléments. Ça a été une horreur, une atrocité qui nous a permis de déboucher à quelque chose qui au fond permet aux descendants de ceux qui ont souffert, moi, ma fille, mes parents, beaucoup d'autres ici. Et donc cette horreur, cette catastrophe innommable, il faut que ça serve à quelque chose. Que tous ces morts sont pas morts pour rien. Alors attendez, Israël c'est pas tout, c'est pas le paradis. Hein. On est des êtres humains avec une mentalité qui est complètement différente de la France. En France, je souffrirais de l'antisémitisme, j'aurais peur de laisser ma fille. Ici non. Sinon, c'est la liberté pour elle. Tu les vois, les nanas, en France, ça n'arriverait pas, ce serait pas possible. Alors justement, tu as vécu énormément d'expériences, tu as été très courageuse parce que tu as fait beaucoup de petits boulots différents, tu as été serveuse, tu as fait de la PNL, tu as fait des tas de trucs complètement, tu as été commerciale, tu as été vendeuse, bon, bref, tu as fait beaucoup de choses pour vivre. Tu t'en es toujours bien accommodée ou pas? Ça dépend des fois. Ça dépend du travail que j'avais.
Des fois oui, des fois non. Le salaire minimum, parce que j'ai pas vraiment de formation à la base, je suis passée à l'Ulpan, je suis arrivée ici en me disant j'allais avoir une vie un peu différente, que j'aurais eu le temps de reprendre peut-être des études, d'apprendre un métier, de voir un peu comment ça se passe ici, de savoir quels sont les besoins. Les besoins, par exemple, en système de sécurité, par exemple. On est quand même fort ici. Mais t'as pas eu le temps d'apprendre. J'ai pas eu le temps d'apprendre. J'ai appris la prothèse dentaire longtemps après. Tiens, aussi, c'est un de mes métiers. Tu l'as pas noté, je suis prothésiste dentaire. Il y a longtemps, c'était en 2015, c'était il y a presque 10 ans. Ouais, je me suis accrochée pour ma fille. Tu t'es accrochée et puis finalement, tu as trouvé le truc qui te fait vibrer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'espère encore longtemps. Non, c'est pas un hasard. On doit arriver on doit arriver là où on doit arriver si on prend le bon chemin. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as découvert grâce à Israël? Le parapente. Le parapente. Et le parapente. Voilà. Je suis tombée en amour, je vais pas dire tout de suite. Voilà, j'avais une bande de copains qui, eux, sont parapentistes. Et donc, on a un site de décollage qui se trouve à Netanya, entre l'hôtel Carmel et l'hôtel Ramada, qui avant était un terrain avec de l'herbe, un gazon qui était entretenu. On avait des tentes avec de l'herbe. Enfin, c'était un endroit très chaleureux, en plus de la chaleur. Donc, je venais là pour regarder. Puis ça m'avait jamais vraiment tenté d'essayer, d'essayer, de voler. De voler. Moi, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien la moto, j'avais tantôt le saut à l'élastique. J'aime bien grimper aux arbres, enfin j'aime bien... Les sports extrêmes. Les sports extrêmes. Et donc, un jour, j'essaye, donc je suis passager. Et je me dis, bon, ça y est, j'apprends. Apprendre en Israël, le cours coûte, à l'époque, maintenant ça a peut-être augmenté, je pense, tout augmente. Ça coûtait dans les 8 9 000 shekels. Et donc, il faut gagner de l'argent, il faut mettre de l'argent de côté, donc ça m'a pris un peu de temps. Le jour où je dis, bon, je vais commencer à apprendre, Corona. Bon, un peu d'argent de côté, argent Corona. T'as pas lâché? Non, j'ai pas lâché. C'est une vraie passion? Ouais, j'ai découvert sur le tas. Donc t'as appris aujourd'hui? T'es toujours en train d'apprendre? Je suis toujours en train d'apprendre. Je vole toute seule. Et il y a 2 ans de ça, je volais toute seule ici à Netanya. Et c'était au mois de juillet. Et il y a un groupe d'hommes religieux de Jérusalem qui arrive pour voler, qui avait donc réservé la journée. Une 50aine de personnes. Donc t'imagines la fête, et ils mettent de la musique, et ils apportent à boire. Ils volent pas avec toi, ils volent avec les pilotes qui sont à côté. Ouais. Mais arrivent aussi quelques-unes de leurs femmes. Et elles me voient voler, et il y en a certaines qui viennent, qui me disent « Ah, tu peux pas me faire voler, tu peux pas me faire voler, tu peux pas me faire voler. » Et là commence à germer une petite idée dans la tête, et je me dis « Tiens, pourquoi pas ?» Pour la première fois de ma vie en Israël, je peux être indépendante. C'est-à-dire, j'ai pas de patron avec qui je vais pas m'entendre. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir gagner ma vie correctement. Et donner un service. Et donner un service, alors c'est plus qu'un service. Il n'y a pas de 100% dans la vie, mais 99% des personnes avec qui je vole et qui redescendent me disent merci. Merci pour ce que tu nous as fait vivre. Je donne du plaisir aux gens. C'est pas du service, je donne du plaisir aux gens. Le fait que tu sois une femme, c'est pour ça que tu as décidé d'aider les femmes à voler? Parce qu'il n'y avait personne, en fait. Exactement. J'adore ta question. C'est exactement ça. C'était une niche pour moi en me disant, mais il n'y a pas de femmes. Il faut que je sois la première, la seule. Je vais avoir un marché. Je parle de travail, là. Moi, j'ai besoin de gagner ma vie. Je suis seule avec ma fille. Voilà, je me suis dit, c'est l'opportunité de souffler, c'est ma récompense. J'ai trouvé ce que je voulais, ma passion. Je vais au travail, j'ai pas l'impression de travailler. Je compte pas mes heures. C'est extraordinaire. J'essaie de faire de la publicité comme je peux. Oui, voilà, je me retrouve à faire voler des femmes religieuses qui n'auraient jamais fait ça. Il y a que moi. Et ça, c'est une satisfaction. Et ça, c'est une satisfaction extraordinaire. Ce qui est fou, c'est que tu l'aimes, ce pays. Malgré tes galères, malgré les moments sans, tu l'aimes beaucoup. Ouais. T'es très attaché. T'as un souvenir important, un moment fondateur dans ton alia? Quand j'ai reçu mon passeport israélien. Ça, c'est symboliquement très fort. Je suis là, je suis israélienne. Et de dire je suis israélienne, je sais pas. Essaye de dire je suis israélienne. Ça te fait pas... Vas-y, dis-le. Je suis israélienne. Qu'est-ce que tu sens là en disant ça? Voilà, c'était un peu ça. Donc c'est pas de la fierté, c'est... Quelque chose de posé à sa place? Pas encore. Je suis pas encore arrivée à ce stade-là. Je suis là en me disant, allez, j'ai toutes les raisons d'être là et aucune raison d'être en France. Et pourtant,
J'aime la France. J'aime la France d'il y a 30 ans. Je faisais la fête, j'allais voir des concerts peut-être une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours. On fait la fête en Israël aussi. Ah oui, oui, on fait la fête. Bien sûr, on fait la fête. Malgré le pays en guerre, on fait la fête. Il y a des concerts, on va au théâtre. Il y a une activité culturelle, sportive, intellectuelle. L'opéra Tel Aviv, les musées. Il y a une vie qui est riche. Les excursions, le désert, les montagnes, le Ramat Golan, les vues sur le Kinneret, le désert où on peut voir les étoiles. Mon Dieu, quel plaisir, on touche les étoiles. Il n'y a aucune lumière citadine, aucune lumière, on est dans le noir et voilà, tout Israël. La diversité des paysages, la diversité des cultures, la diversité des nationalités. Ça te plaît tout ça? Ça te fascine? Un mélange de tout ça, c'est très déroutant parfois. On se retrouve ici des Juifs, les Séfarades, les Ashkénazes, les Espagnols, les Français, les Anglais, les Américains, les Thémanis, les Israéliens évidemment, qui sont là depuis, qui ont vécu, qui étaient là, dont les grands-parents étaient là depuis le mandat britannique, peut-être même des générations avant. Il y a un choc des cultures, mais c'est tout frais. On a Israël 76 ans, c'est un tout petit pays, tout jeune. Et qu'est-ce qu'on a construit? J'aimerais que tout le monde se prépare à venir, ouais. Que même s'ils viennent pas au bout du compte, bah ils auront appris des choses. Apprenez l'hébreu. Voilà, pour se préparer, il faut apprendre la langue. De toute façon, c'est 80% de l'intégration, elle passe par là, je pense. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent aux difficultés matérielles en se disant qu'est-ce qu'on va faire comme travail, on n'y arrivera jamais, on n'a pas de qualification, alors on a trop de qualifications, on ne sera pas adapté, donc ça vaut pas le coup. Est-ce que c'est un argument pour vous? Quand on a un diplôme en Israël, on a du travail. Passer un diplôme de high-tech en Israël, vous allez très bien gagner votre vie. Ce sont des salaires à 20 000, 30 000 shekels par mois. Il faut arrêter de penser français une fois qu'on est en Israël. On passe de la planète Terre à la planète Mars. D'accord? Les habitants sont différents, l'air qu'on respire y est différent, l'air y est plus chaud. C'est un pays méridional, les gens ont le sang chaud et la mentalité est complètement différente. C'est vrai que la mentalité elle est dure, les Israéliens sont durs, mais c'est un pays en guerre, il faut être prêt à tout. Il y a l'armée, et l'armée, on envoie nos enfants se battre, mourir pour Israël, pour vous, pour qu'on ait ce pays. Alors quoi, la moindre des choses, c'est de venir? C'est pas la moindre des choses, tout le monde fait ce qu'il veut, il y en aura sans doute il y en aura qui feront leur allié à Miami. Je pense, peut-être ça arrivera. Juste, venez bien préparer. Qu'est-ce que je peux souhaiter? De la réussite. Quand je parle de réussite, c'est pas la finance. C'est d'être heureux. Tiens, voilà. Tu peux me souhaiter ça. Souhaite-moi d'être heureuse. Souhaite-moi d'être heureuse, que je puisse dire amen. Eh bien, on te souhaite d'être heureuse. Amen. Voilà, vraiment. Ouais. Je te le souhaite de tout cœur. Ouais, merci beaucoup.